Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de retrouver un auteur étranger mais qui parle parfaitement français, ça c'est toujours très appréciable. Rendez-vous pour une 383e rencontre Vlil et ce soir donc avec Diego Muzio pour son roman L'œil de Goliath qui est publié aux éditions Phébus, qu'on connaît plutôt bien et qui a été traduit par Eric Reyes Roher, qui est sorti en Argentine en 2022 et qui est maintenant disponible depuis le 3 avril dernier en France. Je suis ravi de vous recevoir, Diego. On va faire un bref retour sur votre histoire, même si on a peu de choses, on connaît peu de choses de vous, de Bonsoir, votre France. Anthony. Vous êtes né à Buenos Aires en 1969. Vous vivez en France depuis près de 20 ans et vous allez voir l'accent incroyable français pour tous les lecteurs que vous pouvez avoir. Vous êtes poète, novelliste et auteur aussi pour la jeunesse. Et vous signez avec L'œil de Goliath, votre premier roman. Alors j'aimerais savoir d'où vous venez, Diego, pourquoi uniquement en 2025 on vous découvre en France? Qu'est-ce qui s'est passé depuis ces années? Et peut-être nous parler de ces différentes casquettes entre novelliste, poète et maintenant romancier. Où avez-vous trouvé votre bonheur? Bonsoir, Anthony. Bonsoir tout le monde. Et merci d'être là ce soir. Bon, moi, je suis toujours écrit. Les problèmes après, c'est faire oublier. Euh, Pas en Argentine, parce que, bon, en Argentine, j'avais déjà une carrière, euh, plusieurs livres édités, des maisons d'édition qui me connaissaient, mais se faire connaître, dans un autre pays, c'est toujours, compliqué. Donc c'est que maintenant que j'arrive que cette traduction arrive en France, parce qu'il y a pas longtemps, j'ai commencé à travailler avec une agent littéraire qui a fait la démarche. Voilà, c'est à cause de son travail, bien sûr. J'avais essayé à un moment donné d'envoyer, mon travail à plusieurs maisons d'édition, mais bon, ça n'a pas marché à ce moment-là. Et bon, et c'est pas non plus mon premier roman, parce que j'avais déjà écrit des romans pour la jeunesse qui sont pas publiés ici. Oui, c'est mon premier roman pour adultes. Dans quel, justement, à travers toutes ces casquettes en tant que poète, en tant que novelliste et maintenant romancier, quelles sont vos thématiques? Quels sont vos attraits? Quelles sont vos névroses, peut-être? Puisqu'il en sera question aussi dans L'œil de Goliath. Qu'est-ce qui vous plaît tant en littérature? Quel thème vous aimez aborder à travers toutes vos œuvres? Bon, moi, je pense que l'œil de Goliath, c'est un bon exemple de mes obsessions. J'adore la littérature anglaise, la littérature américaine. Un de mes écrivains phares, c'est Melville. Et aussi la littérature d'horreur. Je suis un lecteur presque fanatique de Poe, de Lovecraft. Et si je dois citer des auteurs de mon pays, de Borges et de Bioy Casares. Voilà, mes thématiques auront cet univers, euh, entre l'obscur, la terreur, l'aventure aussi, parce que dans l'œil de Goliath, c'est aussi un peu une histoire d'aventure. Et Stevenson, bien sûr, qu'il est très présent dans les romans. Mais bon, je lis énormément, bien sûr, et j'ai toujours du mal à citer des auteurs qui m'ont formé, parce qu'il y a tellement que j'oublie toujours. Conrad, Melville, Kipling, euh, des Français, bah, Flaubert, Stendhal. Bon, il y en a énormément. J'ai j'ai- j'ai toujours du mal à faire ce genre de liste, parce que j'oublie toujours. Mais je pense que toutes nos lectures nous forment. Et on voit en effet que votre univers est extrêmement multiple, on en parlera tout à l'heure. Alors pour débuter cette rencontre, L'œil de Goliath, de quoi s'agit-il? Puisqu'il est sorti il y a très peu de jours ici en France, il y a 3 jours, et donc beaucoup n'ont pas eu la chance encore de le lire.
Dans les années 20, 1920, le docteur Edward Pierce dirige le sanatorium de Saint-Barthélemy, un hôpital psychiatrique isolé d'Édimbourg. Il est opposé aux traitements brutaux de l'époque, qu'on connaît évidemment, et il privilégie plutôt les méthodes novatrices comme l'hypnose, comme la psychanalyse. C'est les prémices finalement de ces façons de procéder. Et puis un soir, un parent éloigné de l'écrivain Stevenson, donc il est question, va solliciter son aide pour soigner un ingénieur devenu fou lors d'une mission en Patagonie. Alors la folie va être aussi une thématique importante et on pourra en parler aussi tout à l'heure. Tout va se dérouler là avec une sorte d'aventure et une sorte de mise en abîme aussi à travers différents personnages, à travers différentes strates narratives. Vous mêlez tout ça dans un univers où le phare, l'œil de Goliath, est aussi présent en tant qu'atmosphère. J'aimerais savoir d'où vient ce roman qui est extrêmement dense, qui est multiple. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Vous disséminez parfois quelques fulgurances qui permettent de mettre en lien aussi le côté contemporain du roman, puisqu'il y a beaucoup de choses sur la folie, sur le meurtre, sur le regard sur notre société aussi et sur le regard qu'on peut porter sur certains aliénés. D'où vient ce roman, Diego? Parce que véritablement, il est extrêmement euh, singulier, curieux, intelligent, et on a une difficulté à savoir d'où vient ce roman, justement, parce qu'on voit toutes vos influences qui s'y mêlent, et j'aimerais savoir quelle est la genèse de ce que vous avez pu écrire. Alors moi aussi, j'ai des difficultés à savoir d'où ça vient. Et je pars toujours d'une petite idée d'un personnage, d'une ambiance ou d'une époque historique que sur laquelle j'ai envie d'écrire. Et je me laisse emporter par l'histoire. La seule condition, c'est que cette petite idée de départ m'enthousiasme suffisamment pour commencer à écrire. Et après, je me laisse aller à l'histoire. Je suis l'histoire, en fait. Je fais pas des plans préalables. Les personnages, au départ, ils sont toujours très, très flous. Heu et ils naissent à fur et à mesure que l'histoire avance, que l'écriture en soi avance. Hem, donc après, dans ces cas en particulier, de ce roman en particulier, hem, j'avais un problème. C'est que quand je voulais bien sûr, situer une partie de l'histoire dans son phare, déjà, c'était un sujet assez visité dans la littérature. Donc je me demandais: «Bon, est-ce que» mais l'idée, ça m'enthousiasmait, donc je me suis dit: «Bon, j'y vais». Mais les problèmes avec lesquels je me suis confronté, c'est que qu'est-ce qui se passe dans son phare? Qu'est-ce qui fait un personnage isolé dans son phare? Hem et c'est de là que de penser à solutionner ces problèmes-là, parce que je ne suis pas très partidaire des longues descriptions ou de passer des pages et des pages, à décrire, le néant. Et donc c'est à partir de ce problème-là que s'est mis en place, cette structure des boîtes, chinois, des histoires dans les histoires. Et c'est comme ça que c'est commencé à structurer dans l'histoire et dans ma tête, la continuation. Et mais pour vous dire, c'était bien entré je pense qu'au milieu du roman que je me suis rendu compte que j'étais en train de travailler avec l'idée du double. J'avais pas je me suis, pas rendu compte au départ. Et quand je me suis aperçu qu'en fait, j'étais en train de travailler avec cette idée-là, là oui, j'ai pu, organiser et structurer et faire grandir cette idée, au long de tous les romans. Mais c'est toujours comme ça, pour moi, les histoires se présentent au départ comme une petite idée, un personnage, un rêve, une ambiance ou un période historique
en particulier, je lis beaucoup d'histoires, et pas mal de fois, mes propres histoires naissent de ces lectures historiques que je fais. Alors, on va commencer par le docteur Pierce, qui est en effet une sorte de narrateur, même s'il y a beaucoup d'histoires, enfin pas beaucoup d'histoires, mais il y a quelques histoires imbriquées l'une dans l'autre. Vous avez parlé en effet de poupées chinoises. Pour le coup, le docteur Pierce, il incarne surtout une modernité par rapport à l'époque, une modernité médicale, dans un monde qui est encore dominé par cette brutalité de la, de la guérison, une brutalité institutionnelle. Comment vous avez travaillé justement le sujet, puisque vous parlez à un moment donné de Charcot en France, vous parlez de Munich, de l'Autriche, de la Suisse, de tous ces pays-là qui ont essayé à un moment donné de s'approcher du sujet médical pour trouver une solution différente. Là, le docteur Pierce, en l'occurrence, incarne cette modernité. Qu'est-ce que vous vouliez aussi montrer et surtout, avec quels matériaux, quelles sources vous avez pu travailler ce médecin-là? Bon, il faut savoir déjà qu'à l'époque, Freud, il avait laissé déjà l'hypnose comme une méthode, possible de guérison. Heu, Pierce, il n'est pas d'accord, avec lui, il continue à essayer, pendant par l'hypnose de guérir, ses patients. Et je ne m'ai pas beaucoup documenté à ce sujet-là parce que je voulais avoir aussi la liberté de pouvoir inventer des choses, à ce sujet-là. Je me suis renseigné bien sûr pour, pas faire des erreurs, majeures, dans ces domaines-là. Donc, j'ai lu un peu, Abraham Fidenzi et qui sont des psychiatres de l'époque qui avaient, traité, les sujets de chez le choc. Heu, mais je me suis pas beaucoup documenté à ce sujet-là. J'ai lu seulement ces petits livres, comme je vous dis, pour pas faire des erreurs, hein, par rapport à la psychiatrie. Et après, toute l'école d'Autriche et de Munich, c'est complètement inventé. Bah, je détaille pas beaucoup, heu, dans l'histoire à ce sujet-là, mais c'est inventé complètement. Donc il n'y a pas de base théorique. C'est là où je me suis aussi interrogé tout au long du livre, il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement précises historiquement. En réalité, la seule chose véritable que vous insérez dans le roman, c'est peut-être l'histoire de Antelme Mangin, ce soldat interné, amnésique, où des centaines de familles se sont manifestées en essayant de récupérer cet individu-là qui avait perdu sa mémoire et en espérant qu'il s'agisse d'un mari, d'un frère, d'un père parfois de manière volontaire, parfois pas. Ça a d'ailleurs fait l'objet d'un film récemment en France, en tout cas, C'est mon homme avec Léla Becti de Guillaume Bureau. C'est peut-être le seul fait véritablement historique, réel du roman, et c'est ça qui est fort. C'est que moi j'y ai cru à cette histoire-là de guerre entre psychiatres, de guerre entre médecins. On parlera tout à l'heure de Steinhammer, mais j'y ai cru. J'ai véritablement pensé, avant de me documenter, que clairement c'était plausible, c'était réel. Mmh. Oui, effectivement, moi, je suis tombé sur cette histoire quand j'étais en train de lire, je me souviens pas quel livre, mais ça m'a paru complètement hallucinant. Et cet homme qui apparaît et qui est réclamé par des centaines de familles. Donc, j'ai voulu, bien sûr, ça tombait bien pour mon histoire, donc je l'inclus, oui. Et après la documentation, c'est surtout, bah, de mes lectures historiques, sur la Première Guerre, sur laquelle je lis beaucoup. Je suis passionné de ces moments de l'histoire. Et là, oui, bon, je me suis pas mal doc mais c'est pas je suis pas allé me documenter parce que je lis en permanence, des livres d'histoire. Donc disons que tout ça était déjà, quelque part, quand j'ai commencé à écrire l'histoire.
Et puis il y a cette guerre donc entre Steinhammer et Pierce, cette guerre profonde entre les deux, qui aura un dénouement particulier, je n'en parlerai pas pour le coup. Comment vous avez imaginé ces guerres entre psychiatres, entre médecins, qui étaient, entre guillemets, très communs à l'époque, beaucoup moins aujourd'hui? On a l'impression que, alors excepté pendant le Covid, où là, en effet, les médecins ont véritablement eu des guerres interposées, parfois brutales, violentes, mais à l'époque, c'était véritablement euh, monnaie courante. On avait l'impression que les médecins ne faisaient que cela, faisaient des présentations et s'écharpaient constamment sur des véritables théories scientifiques où il y avait tout à faire, tout à prouver à une certaine époque, en tout cas au début du XXe siècle. Pourquoi vous avez voulu déclarer cette guerre-là aussi entre deux visions, visions du monde, je dirais, mais en tout cas deux visions médicales? Bon, je voulais surtout continuer avec le sujet principal du roman, que c'était les doubles. Donc là, encore une fois, on voit cette confrontation, cette bataille entre un psychiatre anglais, un psychiatre allemand, ou un psychiatre écossais et un psychiatre allemand. Et, et c'était une façon aussi de continuer cette idée qui s'étend dans tous les romans du double, de cette, du bien et du mal et de cette confrontation éternelle qui, qui est là tout le temps, et dans les romans et ici dans notre vie. Et alors justement, par rapport au double, tout à l'heure, vous aviez parlé de Stevenson avec Jekyll and Hyde, forcément, qui traverse le roman de fond en comble. Alors on voit aussi passer Alice au Pays des Merveilles. Vous allez peut-être nous en parler aussi à travers le personnage d'Anne. Euh, Qu'est-ce qui vous fascine tant dans Stevenson et dans ce dédoublement de personnalité? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fascine? Est-ce qu'au contraire, ça vous effraie? Qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Ça me fascine, oui, parce que ça parle de nous, mais de façon très, très profonde. Et nous, bah, je vais dire quelque chose de très, très banal peut-être, mais on ne sait jamais dans des situations extrêmes comment on peut réagir. Là, on est des personnes très civilisées, très, euh, très correctes, mais si demain il y a une guerre, et nous, on nous retrouvons dans une situation extrême, on ne sait pas si c'est parti, quelle partie de nous va gagner, non, dans cette confrontation. Est-ce que, jusqu'à où on serait capable d'y aller pour rester en vie? Ça, d'une part. Stevenson, ça me fascine comme narrateur. Moi, je pense qu'il y a pas, il y a, j'imagine pas un bonheur plus grand que de lire Stevenson ou de la littérature du 19e siècle. C'est le genre d'histoire que j'adore, dans laquelle je peux rentrer et me perdre dès la première page. Donc, voilà, c'est pas que j'aime pas euh, autre chose de littérature, mais cette littérature du 19e siècle est très liée à mon enfance, avec Jules Verne, bien sûr, Salgari, Kipling, voilà, et des autres, et Poe. euh, donc, je pense que ça fait un effet de miroir avec mon enfance et cet après-midi de se perdre dans la lecture complètement, d'oublier tout ce qui m'entourait. Donc, voilà, c'est ces sensations-là. Et, et Alice au Pays des Merveilles, c'est une lecture que j'ai fait beaucoup plus après, beaucoup plus grand, ouais, déjà, mais que ça m'a fasciné de le départ. C'est tout cet univers euh, complètement fou et surréaliste. Et, et ça m'a pris cette histoire, cet livre complètement. Surtout parce que moi-même, moi, j'étais déjà à l'époque un auteur pour enfants. Bah, bon.
enfants, pour les jeunes, on va dire. Et et je soupçonnais pas qu'on pouvait être tellement délirant dans une histoire, pour enfants, parce que c'est vraiment une histoire complètement délirant et et que ça me fascine toujours. C'est un des livres, un de mes livres préférés. Ce qui est très intéressant aussi à travers le docteur Pierce, c'est qu'il est à la fois médecin, mais il est aussi enquêteur. Vous avez créé un personnage là aussi double, puisque on traverse avec lui tout ce roman en tant qu'enquêteur pour savoir ce qui s'est passé pour différents personnages dont on parlera juste après. Jusqu'où vous vouliez l'amener, jusqu'à cette quête de vérité? Est-ce que vous vouliez l'amener vers la guérison, vers la folie? Finalement, qu'est-ce que vous vouliez en dire de ce médecin enquêteur? C'est rare d'avoir un médecin enquêteur, d'ailleurs, mine de rien. Je crois qu'il y avait une longue série à un moment donné, dont je me rappelle plus le nom, mais peu importe, d'un auteur français d'ailleurs. Qu'est-ce que vous vouliez mettre en lui? Médecin enquêteur, c'est quand même plutôt rare. C'est un peu un détective aussi, non? Ouais. C'est un peu un détective et peut-être, un critique littéraire aussi. Parce que en fait, c'est ça le reproche que lui fait Steinheimer à la fin, qu'il n'avait pas écrit un livre de psychiatrie, qu'il avait écrit un roman. Et donc oui, je pense que toute cette figure, il se retrouve, en Pierce, psychiatre, écrivain, malgré lui, parce qu'il ne veut pas, parce qu'il déteste la fiction, et détective. Il déteste Et même la poésie. critique, non? Parce que, voilà, parce qu'il exerce une critique aussi vers la littérature et la bibliothèque qu'il a dans sa clinique, non? Il y a là une première, une première é es étape de censure. C'est qu'est-ce que peut lire ses patients, non? Ils considèrent que la fiction, c'est pas bien pour eux. Donc il y a pas presque pas de livres de fiction, sauf Stevenson, parce que pour lui, c'est un livre qui parle de psychiatrie, du développement de la personnalité. Donc oui, c'est tout ça à la fois. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a reproché, ce genre de choses, entre guillemets, qu'on vous dise ce n'est pas un roman? On sent que pour l'enquêteur, c'est peut-être une des seules choses qui vous rapproche peut-être du docteur Pierce, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'il y a de vous dans ces personnages-là? Est-ce qu'il y a des choses qui, notamment sur le roman, sur la manière d'écrire un roman, sur le refus d'éditer un roman, est-ce qu'il y a des choses de vous à travers la trajectoire de Pierce? Dans le personnage de Pierce. Moi, je pense que peut-être une des choses qui a, du moins en lui, c'est, cette idée de qu'il doit enchanter d'une certaine façon le lecteur. C'est le lecteur, c'est ses collègues, c'est les autres psychiatres, qu'il peut pas décrocher la lecture de cet, dossier, on va dire. Hem Et ça, je tiens beaucoup à ça. J'ai horreur d'ennuyer le lecteur. Bah, ça, c'est mon je considère qu'on n'a pas le droit d'ennuyer le lecteur. Donc voilà, je crois que ça, oui, je peux dire qu'il y a ça en pire, c'est de moi. Après, non, je pense que tout sa théorie de la littérature, ça me convient pas du tout. Très bien. Et alors, l'autre chose qui le Et je ne caractérise, t'entends pas. vous m'entendez pas, Diego? Est-ce que tout le monde m'entend ou Ah est-ce voilà, voilà, bon? attends, Est-ce que c'est bon, Diego? C'est OK, Diego? c'est bon. OK. L'autre chose qui le OK. caractérise, c'est le fait qu'il est atteint L'autre chose qui le de caractérise, névralgie c'est le fait qu'il est atteint de névralgie et qui dure tout le roman comme une sorte d'enquêteur alcoolique. En tout cas, là, pour le coup, il n'est pas enquêteur qui alcoolique. dure tout le roman. Euh, Il n'est pas enquêteur alcoolique. alors, j'ai un écho, Diego. Alors j'ai un écho, Diego. Oui,
J'ai raté la moitié de votre Est-ce question. que, est-ce que vous pouvez enlever les écouteurs ou pas du tout? Les écouteurs ou pas du tout? Voilà, c'est bon. Est-ce que c'est OK là? Est-ce qu'il y a un écho derrière moi ou pas? Non, j'ai pas l'impression. C'est OK là. J'ai pas l'impression. Eh Non, ben là, si, oui. j'ai l'impression, il y a un écho. Eh ben si, j'ai l'impression, il y a un écho. Je sais pas si vous pouvez enlever les écouteurs, Diego. C'est peut-être ça le Je sais pas si vous problème. pouvez enlever les écouteurs, Diego. Là, je vous entends. Ah, mais il y a un écho derrière moi. J'ai l'impression qu'il y a un retour son étrange. Alors, on va essayer maintenant. Je vais recommencer. L'autre chose, vous m'entendez bien, Diego, c'est bon? Vous m'entendez bien, Diego? C'est bon? Là, oui. Comment? Est-ce que vous m'entendez correctement? Non, pas l'impression. Alors, là, Est-ce que vous m'entendez? Non, vous m'entendez pas? Alors, il faut aller dans vidéo. Mais si vous m'entendez pas, ça sert à rien. Alors, on va attendre, on va voir. Est-ce que c'est OK, Diego, là? Vous m'entendez correctement, Diego? Non, j'ai pas l'impression. Alors, en attendant, je vais vous lire un extrait. Voilà. Je vais vous lire le début en attendant que Diego règle son problème de son. Alors, Linky Pit. Ce jour-là, alors qu'il menait une séance d'hypnose sur l'anthropophage, le docteur Edward Pierce sentit à nouveau les assauts de la névralgie. Elle se déclarait invariablement sous la forme d'un éclair de chaleur à la tempe droite. Ensuite, avec l'insidieuse rapidité d'une déflagration, la douleur se propageait et balayait sur son passage toute capacité de raisonnement. Alors, je vais couper le son de Diego, voilà, laissant le psychiatre démuni face à son tourment. Lors des pires épisodes, le fragment de métal qui provoquait les céphalées semblait s'incarner en un être vivant, un rat d'acier qui songeait les parois de son crâne. Seuls deux antidotes pouvaient soulager son supplice, la morphine et le sommeil. À 16 heures, Pierce décida de suspendre les tâches programmées ce jour-là, regagna sa chambre au troisième étage de la clinique et s'affala sur son lit. Son malaise venait d'une blessure reçue en 1916 lors de la bataille de la Somme. 6 jours durant, les lignes allemandes avaient trépidé sous un déluge de feu. Le 1er juillet, 26 divisions britanniques, appuyées par 14 divisions françaises, avaient assailli l'ennemi entre Gaumecourt au nord et Fauquescourt au sud. Le combat s'était prolongé 141 jours. Edward Pierce faisait partie du contingent de psychiatres que le haut commandement britannique avait disséminé sur le front dans le but d'étudier un trouble déjà responsable d'un grand nombre de pertes, le shell shock, la névrose de guerre. Alors, est-ce que Diego est revenu? là, je vous entends bien. Ah, parfait. Alors, il faut juste activer la vidéo et ça devrait être bon. C'est bon, je vous vois. Vous m'entendez correctement? C'est bon? Oui, Parfait. Alors, je vous renomme. Alors, Diego, j'ai lu justement l'Inkipit parce que j'aimerais parler du fait que vous avez donné à ce personnage-là, à Pierce, le fait qu'il ait été atteint lors de cette bataille de la Somme, d'avoir une blessure à la tête, une blessure, une douleur intense, une névralgie, euh, une blessure intense, aiguë, chronique, qui fait aussi de ce médecin-là un écorché de cette guerre. Vous vouliez aussi le mettre dans des conditions difficiles pour son enquête, pour son parcours. C'est ça qui est aussi intéressant. Et je comparais ça à finalement un détective ou un enquêteur qui était atteint soit d'alcoolisme ou qui avait des problèmes familiaux personnels, comme on voit dans n'importe quel thriller ou polar. Il y a un côté polar aussi dans votre roman, notamment à travers cette névralgie,
cette douleur qui continue, qui est en fil rouge avec le docteur Pierce. Oui, 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 effectivement. Donc lui, il est aussi une victime de cette guerre, hein. Il est aussi une victime et justement, l'idée c'était de, bon, est-ce que lui, il est vraiment, est-ce que, est-ce que lui, il est la personne juste pour conduire cette clinique, vu son état de santé aussi. Et donc, voilà, là, on retrouve encore une fois cette idée du double. Hem, heu, mais je pense que oui, que lui, ce qu'il essaye de faire, avec ses patients en particulier, c'est de connaître son histoire, finalement. D'enquêter sur cette histoire, au-delà que ce soit Stevenson, qui l'amène, à la clinique, déjà très, très recommandé par des politiciens et cetera. C'était, lui, il veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Lui, il veut savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les phares, il veut savoir qu'est-ce qui s'est passé avant et pourquoi, et Bradley est arrivé dans cet état-là. C'est la première fois, en fait, qu'il voit quelqu'un heu, dans cet état-là. Il a vu beaucoup des horreurs, beaucoup de patients, mais ces patients-là, il est spécial quand même. Donc oui, finalement, il prend en charge, cette patient aussi, par sa curiosité naturelle, dans sa curiosité d'enquêteur. Et donc, vous venez de parler de Bradley. Alors là, c'est la deuxième partie du livre qui est donc son journal, le journal de Bradley en 1922 à Ushuaia, où il va pénétrer dans ce phare, dans l'œil de Goliath pour le coup. Racontez-nous cette volonté d'insérer poupées russes d'ailleurs, pourquoi je dis chinoises d'ailleurs, poupées russes à l'intérieur de ce texte-là. Euh, Bradley, il a une importance capitale puisqu'il va aussi parler dans ce journal de Juan Evans, dont on va parler peut-être juste après. Mais Bradley, quelle importance il a dans le récit? Comment vous le placez entre Pierce et les autres, finalement? Où vous mettez le curseur pour avoir eu envie d'avoir un autre canal narratif, en l'occurrence quasiment épistolaire, en tout cas avec un journal de bord. Oui, bon, comme je vous disais tout à l'heure, là, je me trouvais, face au problème de qu'est-ce qui se passe, dans une phare où il y a rien et une seule personne. Qu'est-ce que je vais raconter dans cette, partie? Au-delà de, bien sûr, suggérer des choses qui sont dans les passés de Bradley, mais que je ne pouvais pas non plus moi, raconter tout de suite, ni de façon très claire. Et donc, j'ai eu cette idée dès que Bradley rencontre cet, journal de l'ancien garde-phare qui était un prisonnier de la pénitentiarie d'Ushuaia, heu, et qui avait commis un crime atroce et lui aussi devient un peu un enquêteur par rapport à cette journal qui est resté dans ce phare et il essaie d'imaginer, ses personnages, heu, son histoire et de savoir pourquoi il a commis ces faits irrémédiables envers sa famille. Et donc là, on voit aussi, encore une fois, le dédoublement dans ces cas-là de la figure de détective, de l'enquêteur, avec le peu d'éléments qu'il a, non? Parce que cet, journal d'Evans, il est assez, exigu, il est bref, il est très court. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Donc lui, il doit imaginer et ça lui fait mal d'imaginer
ce personnage et les actes qu'il a commis, mais il ne peut pas s'empêcher. Dans son Donc là, on voit encore une fois cette idée de l'enquêteur. Et dans ce journal, justement, on croise Juan Evans, qui est donc naturaliste, qui a donc tué, on peut le dire, hein, il n'y a pas de suspense particulier, qui a tué femme et enfant, qu'on décrit même comme un criminel né. Cette théorie aussi du célèbre Lombroso des années 1900, 1800, 1905, 1910, qui avait établi cette théorie en fonction des caractéristiques physiques d'un criminel, comme la largeur du front, comme la longueur du nez. Toutes ces caractéristiques physiques permettaient donc de définir qui était criminel ou non. On en parle de plus en plus, ça fait déjà quelques années qu'on en parle, c'était souvent mis sous le paillasson pendant longtemps, et puis ça a réapparu il y a quelques années, étrangement. Euh, Justement, par rapport à cette question-là, vous interrogez aussi la manière de traiter un individu, la manière de traiter un aliéné, la manière de traiter un homme devant ses actes, puisque les actes d'Evan sont plutôt extrêmement puissants. Il est aussi embaumeur, qui est obsédé par l'apparition biblique de Goliath. Il y a quand même beaucoup de choses à travers Evans. Qu'est-ce que vous vouliez aussi démontrer par rapport à cet homme qui a un passé trouble et qui, pour le coup, est mis en avant par quelqu'un d'autre, pour le coup, par cet individu qui est donc dans ce phare. C'est tout ça, c'est des choses que dans lesquelles je ne réfléchis pas au moment d'écrire, hein, bien sûr. C'est des théories qui ont fait après écriture et après lecture. Alors, je pense que Evans même, il ne sait pas, il peut pas répondre de ses actes. Et il ne sait pas pourquoi il a fait ça. Et en fait, dans, les, dans son journal, il n'y a pas d'explication. Et il y a aussi cette double, parce il y a cet article écrit par Horacio Quiroga, où nous montre un Evans différent, différent de ce qui a tué sa famille. Et en fait, là, il y a les témoignages de Horacio Quiroga dans la chambre des missionnaires, qu'on les connaît, et c'est Evans qui lui sauve la vie. Donc, lui, il rigole un peu face à ses amis et face à l'idée de ses amis sur la monstruosité de cette personne. Et il dit, bon, ce monstre, à moi, il m'a sauvé. Donc, on voit aussi, encore une fois, cette idée de doublage de personnages. C'est vrai que le roman est traversé par ce double. Vous allez même plus loin d'ailleurs dans ce journal parce que euh, on pense que tout est romancé et en même temps, vous le faites très bien parce qu'il y a plusieurs inscriptions, notamment lorsque vous mettez plusieurs mots illisibles ou lorsque vous mettez plus tard avec quelques ellipses constamment au cœur du journal, vous laissez vraiment une trace quasi réelle aussi de cet élément-là. Parce que c'est vrai un journal de bord, peu importe dans quel état il est souvent quand même amoché, pour le coup, notamment en mer. Euh, pour le coup, vous allez même jusque-là pour pousser le bouchon très loin dans la réalité des choses. Oui, en fait, dans cette phrase qu'on n'arrive pas à lire, cette partie effacée d'une certaine façon, on voit aussi, ce que j'essayais de faire, c'est de montrer la dégringolade du personnage dans la folie. Il était déjà fou, je pense, non? Mais là, on le voit bien, parce que son journal commence à se tourner illisible et en plus parce qu'il raconte des choses très bizarres. Ou moi, je voulais qu'il soit bizarre. Donc, il commence à parler avec ses patrons en Écosse ou à imaginer ses patrons en Écosse. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'ils les regardent sur une maquette.
On les imagine comme des espèces de dieux grecs en regardant l'îlot où ils se trouvent. Donc voilà, ça c'était une façon de montrer l'explosion finale de sa folie. Et d'ailleurs, très difficile pour le lecteur de situer à quel moment la folie commence. On a l'impression aussi que je pense que chaque lecteur trouvera son déclic et le déclin finalement de cet homme pour savoir à partir de quand il devient fou, à partir de quand il perd la raison. Et là, j'ai l'impression que vous brouillez les pistes pour justement que le lecteur puisse aussi se faire son raisonnement. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt très fin sur le cheminement de la folie. Et puis vous mettez en avant des moments importants, des moments clés que j'aimerais cibler, notamment qu'est-ce qu'une personne normale, Diego? J'aimerais que vous répondiez après le passage que je vais lire. Est-ce que c'est empreint de réalité ou d'intimité? Vous allez nous en parler. Qu'était-ce donc une personne normale? À l'aune de quoi pouvait-on en juger? Un boucher, un instituteur, une infirmière, un général pouvaient passer pour des personnes parfaitement normales, dans certains contextes, et se montrer bien moins normales au gré des circonstances. Et puis, sans chercher loin, qu'y avait-il de normal chez un homme qui acceptait de vivre dans une tranchée infestée de rats, qui n'hésitait pas à sauter hors de son trou pour aller tuer son semblable dans un combat corps à corps, avant de regagner sa position, couvert de sang et de boue, pour avaler un bol de soupe à côté d'un compagnon mort, tout en contemplant une photographie de son épouse et de son fils restés à la maison. Et un petit peu plus loin, les personnes normales n'existaient pas, n'avaient jamais existé, ni avant ni après la guerre. En tout état de cause, il y avait deux catégories de personnes. Celles qui avaient triomphé de leurs démons, en les enfermant à double tour dans les contrées les plus reculées de leur psyché, et celles qui finissaient par s'y abandonner. Je trouve que c'est un extrait extrêmement puissant, extrêmement fort sur la normalité et sur cette absurdité militariste aussi, ce côté anti-guerre que vous prenez, pas forcément de manière directe, ou en tout cas beaucoup plus détournée à travers les personnages. Mais premièrement, Diego, qu'est-ce que la normalité? Et deuxièmement, pourquoi toutes ces guerres? La guerre, ça me passionne parce que justement à cause de ça. Et qu'est-ce qu'on est capable de faire? Nous, des personnes normaux, euh, j'imagine que les personnes qui ont été envoyées à la guerre du 14, c'était des personnes normaux avec des femmes, des enfants et qui ont commis des actes terribles. Est-ce qu'en général, justement, qu'on voyait à la mort des milliers de soldats, c'est quelqu'un de normal? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas l'assurer. Donc, c'est justement ça. On est, on est, on est normaux jusqu'à ce que la circonstance le permette. Parce que quand c'est notre vie qui est en jeu, je pense qu'on peut perdre cette normalité, cette fine euh, cape de normalité. Et on voit ça tous les jours, hein, des choses épouvantables qu'on lit dans les journaux. Et il y a une guerre encore en cours, une autre, encore une guerre. Et donc voilà, c'est cette idée aussi qu'on n'apprend pas, on n'apprend rien finalement. De- comme être humain, on n'apprend rien. Et on fait toujours la même chose. Et la même chose qu'on fait, c'est entretuer, ou tuer quelqu'un d'autre, ou voilà. Donc ça, c'est pour moi une des leçons les plus claires de l'histoire depuis la nuit du temps. Et finalement, je finis pour me demander si on n'aime pas ça. Si on n'aime pas ça, finalement, s'entretuer, si, est-ce que c'est quelque chose tellement enraciné en nous et que, voilà, je commence à me demander si peut-être on aime ça. Et je vais lire encore un extrait sur cette guerre qui
vous mettez en opposition finalement la psychiatrie et la guerre. Et je vais citer un passage qui est aussi éclairant. Cette guerre, pendant laquelle chaque camp avait mis toute son imagination au service de la destruction de l'autre, déployant des techniques d'extermination jusque-là inédites, était un désastre sans égal dans l'histoire de l'humanité. Sur les champs de bataille, l'homme était retourné à quatre pattes jusqu'à l'âge de pierre. Cependant, le conflit avait aussi balisé le terrain pour l'avènement d'un savoir plus vaste et plus profond, dans des disciplines telles que la médecine et la psychiatrie. Ces 4 années de boucherie avaient été un fabuleux catalyseur de démence, non seulement de l'ennuyeuse folie ordinaire, baveuse et catatonique, mais aussi de toutes les autres, exceptionnelles, celles qui intéressaient Pierce. Les champs de bataille, désormais abandonnés, saturés de cratères de ferraille et de restes humains, défiaient l'intelligence d'un psychiatre comme un délicieux territoire inexploré de l'aliénation. Je trouve que là aussi, vous pointez du doigt des choses extrêmement importantes sur l'incompréhension de ce qui se passe dans le monde, puisque on parle de la guerre de 14-18, mais elle pourrait évidemment s'adapter à toutes les autres guerres et à toutes celles qui ont suivi. Et je trouve que le roman, il a beau se situer dans les années 20, il est d'une incroyable actualité. Est-ce que vous l'avez conçu en ce sens aussi? Non, mais non, pas du tout. Mais comme je vous dis, comme je viens de vous dire, je pense que l'être humain, finalement, on apprend peu de choses, hein. Et voilà, et ça, on l'a pas encore appris à respecter les vies des autres. Donc, c'est pour ça que c'est actuel, parce qu'on continue à faire la même chose. Et puis à côté de Pierce, il y a d'autres patients dont il a la charge, c'est Cavendish, Stanton et Piston. Ces trois personnages, ils ont aussi une importance capitale. Alors je ne sais pas s'ils sont réels, pour le coup, j'ai pas cherché pour cela, mais il me semble pas non plus. Vous leur avez donné des passés extrêmement cabossés, extrêmement difficiles, euh, dont un anthropophage en l'occurrence avec Cavendish. Expliquez-nous aussi parce qu'eux, ils traversent le roman. Eux, ils traversent totalement le récit. On les retrouve à la fin. Je ne peux pas en dire trop, mais c'est extrêmement, on va pas dire tendre, mais en tout cas sensible. Ils sont là, ils sont ancrés, ils sont véritablement faits de chair et d'os, et ils sont importants finalement à l'histoire. Même s'ils sont qu'un fil rouge, ils sont extrêmement importants à la construction de Pierce en tant que médecin aussi. Racontez-nous leur histoire, racontez-nous aussi pourquoi ils sont là. Heu, bon, c'est les patients, dans que Pierce prenait en charge avant l'arrivée de Bradley, et qu'il délaisse petit à petit, à partir, de sa curiosité pour, Bradley. Mais, ce qui m'intéressait avec ces personnages, c'est comment ils tombent peu à peu dans cette, fascination pour Bradley justement, et voilà, et comment, et quand ils disparaissent, quand il est enlevé, bah, quand Stevenson le reprend, il les il l'amène avec lui, de retour à à Londres, et comment il reste, sans complément de vue solide, et comment ils vont chercher à à rencontrer encore une figure autour de laquelle ils peuvent se ressembler, et ça, c'est la fin, mais on ne le rencontrera pas. Tout à fait. Alors, on va prendre une photo de groupe avant que vous nous lisiez un extrait en langue originale, Diego, et qu'ensuite vous traduiriez en français. Voilà, préparez-vous pour la photo. 3, 2, 1, et c'est bon, parfait. Diego, c'est à vous pour le premier extrait. Merci. Ushuaia, 7 de julio de 1922. El viaje desde Buenos Aires consumió más tiempo del previsto. Desembarqué en el puerto de Ushuaia con 6 días de demora. Me irrita este retraso inesperado. Puede dar una imagen errada de mí. Soy un hombre puntual, metódico. Cualquiera que me conozca podrá dar fe de ello. En el muelle, bajo la nevada, me recibe un funcionario voluminoso, sonriente.
Uribe me da la bienvenida en un inglés titubeante. Luego chasquea los dedos, llama a un muchacho que empuja una carretilla, le indica a dónde llevar mi equipaje y emprendemos la marcha. Dejamos atrás el muelle, subimos una calleja empinada. Cada tanto, Uribe tuerce la cabeza y me observa. Tose, jadea, sonríe, se detiene. Señala un edificio rojo y chilla con alegría. Penitentiary, penitentiary. Recordé la advertencia del cónsul en Buenos Aires. La cárcel y Ushuaia son la misma cosa. Toda actividad nace o gira en torno al penal. El edificio está rodeado de torres de vigilancia y de un alambrado. Guardias con fusil al hombro recorren el perímetro. De improviso se abre un portón. La prisión expulsa un tren de vía angosta idéntico a los que usábamos en la retaguardia para transportar pertrechos y proyectiles. Los vagones, bajos y abiertos, van cargados de presidiarios y guardias. Al pasar, uno de los presos me mira, dibuja con el dedo un signo incomprensible en el aire, y el tren, echando humo, se aleja hacia el bosque. Arribamos a un edificio lindero a la prisión. Subimos una escalera y entramos a una habitación mal caldeada, los muros percudidos de humedad. De cada lado de la ventana que mira la bahía, dos escribientes trabajan. Llevan abrigos negros y gorras descoloridas. Ambos se parecen de manera simétrica. Lo que abunda en uno se reduce en el otro. El primero es obeso, de ojos exorbitados y nariz chata. El segundo, raquítico, de ojitos hundidos y nariz aguileña. Inclinados sobre sus escritorios, asientan en sus libros de registro nombres, números, signos indescifrables. Lo único que se oye en el lugar es el viento y el roce de sus plumas sobre el papel. No parecen viejos, sino antiguos, como monjes medievales. Tal vez escriben desde el inicio del tiempo y aquí seguirán hasta el apocalipsis. C'est la première partie du journal de Bradley. Et voilà la version en français. Ushuaia, 7 juillet 1922. La traversée depuis Buenos Aires a pris plus de temps que prévu. J'ai débarqué dans le port d'Ushuaia 6 jours après la date fixée. Ce retard inattendu m'exaspère. Il pourrait donner une image erronée de ma personne. Je suis un homme ponctuel et méthodique. Quiconque me connaît pourra en témoigner. Sur le quai enneigé, je suis reçu par un fonctionnaire corpulent et affable. Uribe me souhaite la bienvenue dans son anglais hésitant. Puis, d'un claquement de doigts, il appelle un jeune homme conduisant une charrette, lui indique où déposer mes bagages et nous nous mettons en route. Nous nous engageons dans un ruelle escarpé. De temps à autre, Uribe tourne la tête pour m'observer. Il tousse, halète, sourit, s'arrête. Il pointe du doigt un bâtiment rouge. Penitentiary, penitentiary, s'écrie-t-il, plein d'entrain. Je repense alors à l'advertissement du consul à Buenos Aires. La prison et Ushuaia sont indissociables. Tout tourne autour du pénitentiaire. Le bâtiment est cerné de tours de guet et de barbelés. Des gardes en font les tours, fusil à l'épaule. Tout à coup, un portail s'ouvre. La prison crache un train à voie étroite, identique à celui qu'elle employait à l'arrière pour acheminer les provisions et les munitions. Les wagons, bas et ouverts, sont remplis de détenus et de gardes. Un prisonnier m'observe au passage, trace du doigt un signe incompréhensible en l'air. Le train, laissant enfiler sa fumée, s'éloigne en direction de la forêt. Nous atteignions un bâtiment adossé à la prison. Nous montons un escalier avant de pénétrer dans une pièce mal chauffée, aux murs dégradés par l'humidité. De part et d'autre de la fenêtre donnant sur la baie, des scribes s'adonnent à leurs tâches. Sur leurs manteaux noirs et leurs casquettes défraîchies, ils se ressemblent, quoique de façon asymétrique. Ce qui abonde chez l'un est réduit chez l'autre. Le premier est obèse, ses yeux sont exorbités et son nez camus. Le second est rachitique, ses yeux sont creusés et son nez aquilin. Rivés à leur pupitre, ils consignent dans leur registre des noms, des numéros, des signes indéchiffrables. En ces lieux, seuls se font entendre les vents et le frottement des stylographes sur les papiers. Ils n'ont pas l'air vieux, mais antiques, pareils à des moines médiévaux. Qui sait s'ils n'écrivent pas depuis la nuit des temps, et s'ils ne resteront pas là jusqu'à l'Apocalypse. Merci Diego. Je vous en Alors, prie.
J'aimerais que vous parliez peut-être aussi des lieux, puisque, alors l'époque, on en a un petit peu parlé, mais les lieux entre le sanatorium, entre le décor écossais, d'un côté, on a l'impression que ce sanatorium, c'est un personnage à part entière, parce qu'il est totalement intégré à la strate narrative par rapport à son architecture, par rapport à son isolement, son atmosphère. Et de l'autre côté, on a le décor écossais, froid, brumeux, qui ajoute une couche de flou aussi, et une touche gothique, hein, clairement, au roman. Tout à l'heure, vous parliez de ça et vous disiez que c'était aussi dans vos influences. Comment vous travaillez l'univers fantastique et l'univers des décors, finalement, qui arborent vos romans? Est-ce que vous avez des méthodes particulières pour vous inspirer? Est-ce que vous allez sur les lieux du crime, entre guillemets? Est-ce que vous regardez des photos? Est-ce que c'est par l'image que vous arrivez à capter la lumière ou l'obscurité? Quel est votre travail par rapport à cela? Non, c'est un travail, purement imaginatif, je connais pas Écosse malheureusement, j'aimerais bien, mais tout ça j'ai imaginé comme ça, je n'ai pas regardé les photos, mais par contre Ushuaïa je connais et la prison d'Ushuaïa qu'aujourd'hui c'est un musée, je j'y étais, je connais, j'y étais 2 fois. Donc ces paysages, m'étaient beaucoup plus familiers, on va dire, hein, parce que j'étais sur place. Mais mais non, de la partie, écossaise, on va dire, non, je j'ai pas je me suis pas renseigné pour la description du sanatorium, mais c'est vrai qu'on a déjà pas mal d'images, par la littérature et par des films. Très bien. Et j'aimerais qu'on parle finalement aussi, tout à l'heure on parlait du double, mais vous allez même au-delà, vous parlez de la figure du monstre. Je vais citer un extrait. Chaque auteur a sa définition du monstre, pour le coup, et chaque lecteur en aura une aussi. J'aimerais savoir finalement où est votre limite. À partir de quand y a-t-il le mot de monstre qui est prononcé, on l'entend partout finalement, dans n'importe quel journal, n'importe quel média, que ce soit pour n'importe quel accusé finalement dans un tribunal. Je vais citer un extrait et après j'aimerais que vous me parliez de cette notion de monstre. Les monstres, ne l'oublions pas, ne sont pas enclins à la dissimulation. S'ils parviennent à se fondre parmi leurs semblables, ce n'est pas, à mon sens, parce qu'ils dominent l'art de l'occultation, mais parce que nous, les êtres humains, sommes incapables de les regarder droit dans les yeux bien longtemps. Quelle est votre définition des monstres, Diego? Les monstres, ça n'existait pas, c'est nous-mêmes. Et c'est ça le problème, justement. Nous, les êtres humains, on est capable de choses monstrueuses, mais il n'y en a pas de monstres. On est toujours des êtres humains. Et Hitler et Staline étaient des êtres humains. Et que Staline aimait sûrement sa fille tendrement. Et en même temps, il était capable d'envoyer à la mort des millions de personnes. Et Hitler, il avait sûrement certains attachements pour des attachements pour certaines personnes. On voit bien dans des films de propagande ou autres qu'il aimait beaucoup jouer avec des enfants. C'était un être humain et ça ne l'empêchait pas de faire ce qu'il a fait. Donc voilà, cette idée de que les monstres, c'est nous, on détourne notre regard d'eux, mais parce que peut-être on pressent quelque chose, mais pas parce qu'on voit. Et derrière ce titre-là, qu'est-ce que vous vouliez mettre en avant, l'œil de Goliath? Qu'est-ce qui matérialise finalement le célèbre David et Goliath? Et concrètement, dans votre roman, pourquoi ce titre-là? Est-ce que c'était le titre initial? Est-ce que ça a évolué en cours d'écriture? Non, c'était le titre initial, mais dans cet, épisode biblique entre David et Goliath, bon, ça touche à une partie de l'histoire qu'il est un peu cachée et un peu dans les secrets, que c'est finalement pourquoi Bradley devient fou.
parce que là, il y a ce poids de la culpabilité, mais qu'est-ce qu'il a fait pour tomber dans cet état-là? Et donc, cet épisode biblique, je pense que d'une certaine façon, ça éclaire un peu ce côté-là. Mais aussi, ça me paraissait un très bon Goliath, ça me paraissait un très bon nom pour le phare. Que normalement, c'est une tour qui doit illuminer les ténèbres. Mais justement, pas pour que le bateau vienne vers lui, justement, c'est le contraire. Le bateau, il ne doit pas s'approcher du phare. Non, le phare guide dans les ténèbres, mais le bateau, il doit pas s'approcher. Non? C'est aussi un signe attention, mais ne vous approchez pas trop. C'est pas par ici. Il faut aller de l'autre côté. Après cette descente dans les méandres de la psyché, Diego, est-ce que vous avez envie de revenir vers un roman plus lumineux, ou en tout cas moins obscur, ou au contraire, vous souhaitez peut-être poursuivre cette exploration des ténèbres de l'âme humaine? Qu'est-ce que vous allez concocter pour l'avenir? Est-ce que vous avez déjà des idées? Puisque ce roman-là est sorti il y a déjà 3 ans, est-ce que vous avez continué à travailler sur le travail jeunesse, ou en tout cas la littérature jeunesse, ou au contraire, est-ce que ça vous a donné envie d'aller encore plus loin avec un deuxième roman? Là, je suis en train de finir un livre avec 5 petites romans, nouvelles, comme on dit en espagnol. Nouvelle, c'est un petit roman de 40-50 pages. Ça peut être plus. C'est 5 nouvelles, même je continue à m'enfoncer un peu dans l'obscurité aussi dans cette, cette nouvelle et de plus en plus, je pense, parce que là, je travaille avec la figure du bourreau en France, surtout. Donc, c'est des histoires où il y a une famille de bourreaux qui commence à exercer cet office au Moyen Âge et qu'il arrive justement jusqu'à après la libération de Paris. Est-ce que ça dit quelque chose de vos angoisses, de votre peur actuelle de la société, tout ça, ou pas du tout? Est-ce que vous arrivez à séparer l'homme de l'auteur, l'homme du romancier? Est-ce que ça traduit quelque chose d'anxieux, peut-être chez vous, ou de, comment dire, de, je ne sais pas, mais de curiosité à travers le mal? Peut-être, sûrement, mais finalement, en ce que j'y pense quand je suis en train d'écrire, je pense pas beaucoup à ça, surtout à raconter une bonne histoire de la meilleure façon que je peux le faire. Et mais c'est vrai qu'il y a toujours une attirance vers ces genres de sujets, la guerre, la mort, de ce qui est capable de faire l'être humain envers les autres. Eh bien, on va terminer cette rencontre, Diego, avec 2 questions que je pose de manière récurrente aux auteurs qui passent ici. La première, c'est de nous donner un auteur méconnu ou un livre méconnu, en tout cas peu populaire, qui n'est pas dans les 10 livres les plus vendus de la Fnac, par exemple, pour ouvrir davantage les horizons littéraires de chacun. Qui avez-vous choisi ce soir, Diego? J'ai choisi Abelardo Castillo, c'est un auteur argentin. Et je pense qu'il a été, à un moment donné, peut-être il y a longtemps, traduit en France. J'imagine que oui. Mais là, justement, je cherchais voir s'il y avait des traductions en français en pensant à ces questions-là, mais je n'ai pas trouvé. Alors, Euh, rappelez le nom de l'auteur, on l'a pas. Abelardo Castillo. Abelardo Castillo, c'est un, surtout, un romancier, mais aussi il écrivait des nouvelles. Et, et il avait pour un de ses maîtres indiscutibles Edgar Allan Poe, justement. Donc moi, j'adore cet écrivain-là. Et aussi, je pourrais recommander, et ça, oui, il y en a
où il y a eu à un moment donné une traduction en français de Lucio Mancicha. C'est un écrivain du 19e siècle, argentin, qui est mort à Paris. C'est le livre Excursion aux Indiens Ranquel, que c'est tout un voyage vers la Pampa et à la rencontre de ces tribus d'Indiens, et que c'est magnifique. C'est un livre magnifique. Très bien. Et donc la deuxième question, c'est celle du personnage de fiction dans lequel vous aimeriez vous incarner pendant 24 heures. Et est-ce que vous changeriez sa destinée? Est-ce que vous avez pris le chapelier dans Alice au pays des merveilles? Voilà. Non, je vais prendre, et là, quand j'ai lu ces questions-là, j'ai eu qu'une réponse en tête, c'est Ismaël de Moby Dick. J'aimerais bien être dans cet univers, dans ces livres 24 heures. Et bien sûr que je ne changerai pas sa destinée parce que c'est le seul survivant de cette aventure. Donc, je ne changerai pas sa destinée. Très bien, très bien. Eh bien, merci Diego. Euh, Merci à vous. le livre, c'est celui-ci, L'œil de Goliath aux éditions Phébus, qui est sorti le 3 avril dernier de Diego Muccio. Et vous allez forcément le découvrir, j'en suis persuadé, parce qu'il est vraiment particulier. Et je le rappelle qu'il est traduit par Eric Reyes Roer, magnifiquement traduit. Alors, je ne l'ai pas lu en langue originale, mais en tout cas, c'est d'une fluidité assez impressionnante. Et les fulgurances dont on a lu une partie ce soir sont, là aussi, j'en suis persuadé, sont là pour vous plaire. Merci infiniment, Diego. Merci à vous, Anthony. Et Et merci à toutes les personnes qui ont partagé cette soirée. Merci, Diego. Au revoir à Merci. tous. Au revoir.